Là, ça enregistre très bien. Alors, très bien, on t'écoute, Eustache. Alors, pour moi, c'était un peu compliqué pour faire le résumé, mais alors voilà, moi de tout ce que j'ai retenu, alors donc tu as dit lors de la première mise en mouvement de la roue du Dharma, le Bouddha donc enseigna les quatre nobles vérités et il dit que les choses existent et sont transitoires. Et tu as dit que transitoire et impermanent étaient équivalents et sont insatisfaisants, donc ça veut dire qu'ils relèvent de la souffrance. Et cela est accepté par le Theravada, donc ça s'appelle le véhicule fondamental. Tu as parlé notamment des trois caractéristiques qui concernent tous les phénomènes objets d'expérience physique ou mentale. Donc c'est l'impermanence ou le caractère non durable, le caractère insatisfaisant ou la souffrance, ou le caractère conditionné, enfin la non-existence du soi, la vacuité. Donc voilà, tu as dit que les réalistes, alors je crois que c'était les réalistes, ils réifient donc les impermanents, les absolutisent par leurs propres caractéristiques définissantes, donc inhérentes, sans dépendre d'une conscience qui les appréhende. Bonsoir Laurent. Et donc cela est l'objet, tu as dit, de négation de Shantideva qui dit que rien n'existe par ses propres caractéristiques. Et donc les Sautrantika et les Vaibhashika disent que s'ils ne possèdent pas d'existence inhérente, alors comment peut-on affirmer qu'ils possèdent ces caractéristiques? Et donc les Prasangika disent alors que dans l'absolu, donc si on prend l'exemple du feu, tu as pris l'exemple du feu, il peut exister dans le feu d'un côté ses caractéristiques donc chaud et brûlantes de l'autre, ce qui n'est pas possible car on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Donc l'objet caractérisé, le feu et ses caractéristiques chaud et brûlant sont interdépendants et n'existent pas de leur côté. Tout fonctionne donc dans l'existence de manière dépendante et rien de façon inhérente, tout est produit. Alors, tu as dit aussi, enfin, en tout cas, c'est Spinoza, je crois, tu as dit, nous n'aimons pas les choses parce qu'elles sont belles, donc je suppose de leur côté, mais elles sont belles parce que nous les aimons. Voilà, tu as parlé des vérités conventionnelles qui sont des objets d'abandon. Alors ça, je ne sais pas trop ce que c'est les objets d'abandon. Je suppose, alors j'ai essayé de regarder, c'est par rapport à la noble vérité du chemin qui mène à la pleine libération. Après, si un être est illusoire, donc comment peut-il mourir, renaître? Alors après, on a parlé du corps donc qui dépérit, mais la conscience subtile peut voyager hors du corps grossier. Voilà. Après, on a parlé des vérités conventionnelles qui sont des objets d'abandon. Et en gros, j'ai dit, en résumé, les phénomènes sont soumis à une détermination causale. Elles sont déterminées, détermination constitutive de l'existence même de ce qui est. C'est sous-entend donc que tout est frappé par la loi universelle de conditionnement. Donc tout est sous l'emprise du principe de causalité, donc d'interdépendance. Voilà, après vous avez parlé avec, je crois que c'était, je ne sais plus, une- vous avez parlé du continuum de conscience, et là j'avoue que moi après, j'ai pas du tout suivi. Voilà. Ok. Très bien. C'est déjà pas mal. Il y a énormément d'informations là-dedans. Hmm. Donc, en effet, dans le véhicule fondamental, on va dire que les caractéristiques de l'existence ordinaire, c'est l'impermanence, la souffrance et le non-soi. Ils vont pas nécessairement parler de la vacuité, mais ils vont plutôt parler du non-soi. Et donc, en effet, dans ce cas-là, si on parle de l'existence telle qu'on la vit, notre samsara, c'est produit. Tout ça, c'est produit. Ouais, nos agrégats sont produits, parce que quand on parle du samsara, on parle de nos agrégats. Ouais. Donc, en effet, à un moment donné, euh, dans l'un de ces textes, je crois que c'est le Bodhicitta Vivarana, Arya Nagarjuna dit, en gros, quand on parle des phénomènes, on parle des agrégats. Donc c'est une façon commode de parler des phénomènes. On parle des agrégats, et en effet, tous ces agrégats sont nécessairement produits. Ouais. Donc on met de côté, dans ce cas-là, les phénomènes permanents. Très bien. OK. Et c'est vrai qu'il y a une difficulté par rapport à objet d'abandon. Objet d'abandon, ça veut dire que ça doit être abandonné sur la voie pour obtenir la libération et l'éveil. Par exemple, les afflictions, les graines, etc., etc. Donc, pour les vérités conventionnelles, c'est vrai que pour Gorampa et d'autres maîtres, les vérités conventionnelles euh, sont établies par l'ignorance. Donc, ça veut dire que quand on se réveille de ce rêve de l'ignorance, toutes les apparences qui étaient dans ce rêve, c'est fini, il n'y en a plus. Ouais.
Donc ça veut dire que pour ces maîtres, Dolpopa aussi en particulier, ils vont dire que seul ce qui doit être réalisé à la fin du film, c'est uniquement la vérité ultime. Il n'y a que la vérité ultime et les vérités conventionnelles, elles sont laissées aux êtres qui sont en train de sommeiller et de cauchemarder en fait. Mais le Bouddha, lui, n'est censé réaliser que l'ultime pour sa propre perspective. Et les vérités conventionnelles, il les observe au travers de l'esprit halluciné des êtres. C'est un point de vue qui existe. Ouais. Donc en effet, il y a beaucoup de débats là-dessus. Normalement, du point de vue de la tradition de la Tsongkhapa, une table n'est pas un objet d'abandon. Ça veut dire que quand le Bouddha s'éveillera, il pourra continuer à utiliser une table. Il ne va pas nécessairement percevoir cette table au travers du regard des êtres qui sont hallucinés. C'est-à-dire qu'il perçoit cette table selon sa propre perspective. Ouais. Mais cette table ne lui apparaît plus comme existant de manière inhérente. Il n'y a plus cette apparence fausse, ouais, cette apparence erronée, ça n'existe plus. Il ne perçoit qu'une table. Mais le Bouddha comprend parfaitement que cette table continue d'être une vérité conventionnelle, d'être considérée comme vraie pour l'ignorance des êtres ignorants, forcément. Ouais. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas trois vérités, il n'y a pas la vérité ultime, les vérités conventionnelles pour les êtres ordinaires, et une troisième vérité qui serait appréhendée par les Bouddhas qui percevraient autre chose que la vacuité. Il n'y a que deux vérités. Il n'y a que la vérité ultime et la vérité conventionnelle. Et donc ça veut dire que même si un Bouddha ne considère plus une table comme étant vraie, comme étant réelle, intrinsèque, absolue, malgré tout, il sait très bien qu'elle continue d'être une vérité conventionnelle pour les êtres hallucinés. Ouais, c'est plus parlant ou c'est un peu flottant? Ça va? Ok, génial. Et en effet, il y a ce débat avec les réalistes, les essentialistes qui considèrent que le phénomène caractérisé et ses caractéristiques ont une existence inhérente et un lien inhérent aussi. Hein, c'est ce qu'on avait vu. On s'était posé la question du potier, du pot. Quand le pot accomplit l'action d'être généré, de se produire, il n'est pas encore là. Ouais. Donc pour les essentialistes, ça pose problème. Pour les Prasangika, ça va. Ouais. Il y a un autre exemple comme ça qu'on peut voir. Ça, c'est quand on avait étudié le chapitre 7 avec l'un de mes enseignants, Vénérable Lossel, Geshe Lossel. Chapitre 7 de Arya Nagarjuna, où on parle justement de la production, de ce qui demeure et de ce qui décline, de ce qui cesse, etc. Donc les composites, c'est le chapitre 7. Et du point de vue des essentialistes, en fait, comment est-ce qu'on peut dire que la graine est différente de la pousse, ou que la pousse est différente de la graine? Puisque quand la graine existe, la pousse n'existe pas. Et quand la pousse existe, la graine n'existe plus. Comment est-ce qu'elles peuvent être différentes l'une par rapport à l'autre? C'est pas possible, parce que pour être différent, il faut exister en même temps. Exactement. Donc c'est pour les Sautrantika, les Vaibhashika, c'est là où est tout le problème. C'est que les Sautrantika en particulier ne peuvent pas accepter qu'une cause et son effet coexistent. Ouais. Donc c'est très difficile pour eux d'affirmer la différence entre la cause et son effet, entre la pousse et la graine. Comment est-ce que la pousse peut être différente de la graine, puisque quand la pousse existe, la graine n'existe pas. Donc pour eux, c'est très compliqué. Donc les Prasangika vont dire, elles sont différentes l'une par rapport à elles, l'une par rapport à l'autre, à leur temps respectif. En leur temps respectif, elles vont être différentes l'une par rapport à l'autre. Elles ne sont pas elles ne peuvent pas de toute façon coexister, et elles peuvent être différentes l'une par rapport à l'autre, même quand l'une n'est pas là. Parce que quand l'une sera là, elle sera en effet différente par rapport à la première. Etc., etc. Donc c'est juste des petits développements, des petits bonus pour se chauffer ce soir. Okay. Et donc en effet, on en était à cette fameuse question, qui meurt, qui naît, qui renaît, en l'absence d'existence inhérente. Ça, c'est très difficile.
c'est la voie médiane par excellence, c'est de pouvoir affirmer les conventions en l'absence totale d'existence ultime, d'existence absolue. Ouais. Et donc, c'était la strophe 9, je crois, non? Ouais, c'est à peu près ça? Ok. Ouais. Très bien. Donc, en effet, les réalistes, les essentialistes soulèvent une autre objection. Donc, quand il y a un H, c'est pour Hinayana, mais il faut plutôt un P à la place, Pratimokshayana, véhicule de libération individuelle. Donc, mais si un être est illusoire, comment peut-il mourir et renaître? Ça, c'est la question à 100 000, justement, qu'on avait vu, le continuum avec Dominique. Très bien. Donc, dans une philosophie de la vacuité qui nie l'existence réelle des phénomènes et la positionne uniquement en termes nominaux, donc l'existence en termes nominaux, ouais, pas l'existence réelle en termes nominaux. On n'est pas en train d'affirmer pour les Prasangika qu'il y aurait une existence réelle conventionnellement. Ouais. Il n'y a pas d'existence absolue conventionnellement pour les Prasangika. Donc là, c'est juste dans la traduction. Ok. Donc dans une philosophie de la vacuité qui nie l'existence réelle des phénomènes et positionne l'existence des phénomènes uniquement en termes nominaux, l'idée de renaissance ne devient-elle pas impossible à soutenir, puisque tous les êtres humains ne sont qu'illusoires? Donc ça, c'est la grande question. Est-ce que nous sommes des illusions? Est-ce que vous êtes des illusions? Ou est-ce que nous existons comme des illusions? C'est toute la différence, oui. Comme des, Oui, Laurence? C'est comme, hein. Comme des illusions. Comme des illusions, oui. Rosemary, tu disais pareil? Oui. Ok. En effet, ça fait toute la différence, ouais. Parce que si on dit que nous sommes des illusions, à la rigueur, moi je peux vous voir sur un écran et imaginer à la rigueur que vous seriez des hologrammes, pourquoi pas. Si je vous vois en vrai, ce serait peut-être plus difficile de l'imaginer. Mais sur un écran, à la rigueur, on peut très bien imaginer un logiciel, un avatar extrêmement réaliste, etc. de vous-même. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, essayer de partager le dharma avec vous si vous n'étiez que des hologrammes, ça n'engendrerait aucun mérite. Ouais, peut-être que ma motivation à la rigueur serait positive, j'espère. Mais, mais ou peut-être que j'adore entendre le son de ma voix. Et donc, dans ce cas-là, à part ça, ça n'apporterait aucun fruit karmique. Ouais, parce qu'il n'y aurait pas d'objet à aider. Il n'y aurait pas de personne à aider. Ouais. Mais il y a des personnes à aider. Donc, ça fait toute la différence. Donc, c'est pourquoi vous n'êtes pas des illusions, vous existez comme des illusions. Très bien. Donc, comment un être sensible, illusoire, pourrait-il renaître après la mort? Par exemple, ça c'est justement tout à fait par rapport à ce que disait le vénérable Tichinathan, qui est hélas disparu, qui parlait qu'il n'y a ni naissance ni mort. Je crois que c'est l'un de ses livres. Il n'y a ni naissance ni mort. Ou il n'y a ni peur ni mort. Je ne sais plus comment c'était ce titre, mais c'est exceptionnel tous ces enseignements dans le sens où l'interdépendance, la production dépendante, où il arrive à voir le nuage dans la fleur. Et donc ça c'est intéressant de voir comment l'interdépendance peut mettre de côté totalement l'existence inhérente, absolue, intrinsèque. Si cette existence absolue, intrinsèque était là, c'est-à-dire que telle personne qui cesse pour toujours, et il n'y a rien d'autre. Ouais. Si nous étions exactement la même chose que nos agrégats actuels, quand nos agrégats cessent, nous devrions cesser. Et donc forcément, il n'y a plus de continuité, la continuité est tranchée. Ouais. Donc c'est ça qui pose problème. C'est ça qui pose problème. Qu'est-ce qui naît vraiment? Qu'est-ce qui porte le karma aussi? Qu'est-ce qui transporte le karma, les graines karmiques, etc. Donc ça, il y a vraiment des points de vue extrêmement subtils du point de vue Prasangika. Pour les autres écoles, ils vont dire que c'est la personne et la conscience, la personne et le continuum de conscience. Si on cherche vraiment la personne dans ces agrégats, on va la trouver. On va la trouver où? Comme étant soit le continuum des agrégats, soit comme étant le continuum de conscience mentale, par exemple. Donc, ils vont dire que finalement, c'est ça la personne. Et comme la conscience peut en effet porter des graines karmiques avec elle, des potentiels avec elle, dans ce cas-là, ça joue pour eux. Dans ce cas-là, ça joue. Mais ça engendre des difficultés. Il y a certains états de méditation où il y a même ces consciences-là qui finissent par cesser. Les consciences grossières mentales finissent par cesser. Ce qu'on appelle une absorption de cessation.
qui est très similaire au nirvana, qui n'est pas le nirvana, mais c'est juste un état méditatif. Et donc, dans ce cas-là, le continuum de conscience grossière est tranché. Et donc, il n'y a plus de continuité karmique. Donc, c'est pourquoi les prasangikas, surtout Acharya Chandrakirti, disent que c'est le simple jeu qui renaît. Le simple jeu qui est le porteur des graines karmiques, etc. C'est très difficile. C'est très difficile. C'est aussi subtil que la floraison des cerisiers au printemps. C'est-à-dire que où est-ce qu'on peut pointer du doigt la floraison des cerisiers au printemps? Où est-ce qu'on peut planter du doigt? Est-ce que c'est une fleur de cerisier? Est-ce que c'est 3 fleurs de cerisier? Est-ce que c'est un cerisier dans son ensemble? Mais un cerisier dans son ensemble, quand est-ce qu'il a vraiment été en fleur? Parce qu'il y a sur Terre certaines branches, certaines fleurs qui ne sont pas encore ouvertes sur certaines branches, et certaines sont déjà fanées, etc. Où se trouve la floraison des cerisiers en France? On ne peut pas dire qu'elle soit totalement inexistante, parce que si on passe... si on parcourt la France du sud vers le nord, on verra que dans le sud, c'est presque fini. Et puis, on va vers Dijon, et là, ils sont encore en pleine floraison, et encore vers le nord, ils sont à peine ouverts. Et donc, la floraison des cerisiers en France, elle traverse la France au fur et à mesure des chaleurs qui commencent à venir. Mais où est-ce qu'on peut la pointer du doigt? Où est-elle en réalité? C'est ça qu'on cherche, hein. C'est une floraison intrinsèque qui existe de son propre côté. Où est-elle en réalité? C'est plus une potentialité. Alors oui, je dirais même que c'est même un petit peu plus qu'une potentialité, parce qu'elle est vraiment là, cette floraison. On peut dire que, par exemple, tous les ans, au journal télévisé, regardez, il y a tous les sakuras au Japon qui sont ouverts, et donc c'est la fête au Japon, etc. Donc il y a malgré tout un fait réel, une floraison qui est là. On peut dire en effet, la floraison des cerisiers existe, on peut dire, elle n'est pas que potentielle. Ouais, on peut dire qu'elle est manifeste. Mais où est-elle en réalité? Mais je pense à nous humains, disons, où sommes-nous? On est dans la liaison spermatozoïde-ovule. Quand on est un fœtus, encore un amalgame de cellules. Est-ce qu'on est quand on est un enfant? Est-ce qu'on est quand on est dans notre cercueil? Où sommes-nous, nous aussi? Exactement. Si on cherche vraiment, on est nulle part là-dedans. Parce que, en fait, c'est ça qu'on essaie de faire comme enquête, c'est de chercher un être humain tel qu'il nous apparaît, c'est-à-dire un être humain qui existerait de son propre côté, qui existerait dans sa base de caractéristiques, dans sa base d'imputation. Ouais. Et donc, on cherche où est l'être humain dans sa base d'imputation. Est-ce que c'est une cellule, 2 cellules, l'ensemble de 2 cellules, etc., etc. Est-ce que c'est la conscience? Est-ce que c'est la conscience et le corps? Et donc, en fait, comment est-ce qu'une conscience pourrait être une personne? Comment est-ce qu'un corps pourrait être une personne? Une personne, c'est bien plus qu'une conscience. C'est toute une histoire, c'est toute une histoire qui va avec, une mémoire, etc. Il y a tellement de choses qui vont avec une personne. Il y a toutes les graines qui vont avec, etc., etc. Mais si on cherche vraiment où est la personne, si on zoome, impossible de trouver. Donc ça veut dire même, c'est même la preuve que la personne n'existe pas dans sa base d'imputation. C'est ça que ça veut dire en fait. Exister de manière inhérente, intrinsèque, absolue, ça veut dire qu'on pourrait la trouver si on la cherche vraiment, si on la cherche ultimement, dans la machine à rayon X ultime. Ouais. Si on pouvait la trouver, ça veut dire qu'elle aurait une existence ultime de son propre côté dans sa base d'imputation. Et ça, c'est impossible. On peut chercher des milliards de fois, c'est impossible de trouver le phénomène dans sa base d'imputation. Ouais. Mais malgré tout, le phénomène existe. Et donc, comme il n'existe pas dans sa base d'imputation, de manière purement objective, il existe de manière subjective, en dépendance d'un concept, en dépendance d'une désignation. Ouais. Ça vous parle? Oui. Donc c'est pareil avec la floraison des cerisiers en France. Sans la désignation, c'est impossible de trouver est-ce que c'est une fleur de cerisier, est-ce que c'est 2 fleurs de cerisier, est-ce que c'est une branche de cerisier, etc., etc., est-ce que c'est plusieurs cerisiers, etc. Mais impossible de trouver comment est-ce qu'une fleur ou un ensemble de fleurs serait la floraison. La floraison, c'est plus un petit peu comme ce qu'on trouve dans les écoles plus basiques, une généralité. C'est quelque chose d'abstrait, en fait. Mais en fait, en réfléchissant comme ça, on ne peut pas se dire quand même, nous,
depuis notre souvenir d'être sur la Terre, c'est pas aussi un continuum de conscience qu'on vit jour après jour en étant là avec notre tête, nos membres, notre corps. Oui. Donc, Oui. on vit déjà un continuum de conscience en étant ici, disons. Oui, c'est nécessaire, c'est obligatoire. Il faut nécessairement qu'il y ait un continuum minimaliste pour qu'on dise. Comme on ne se reconnaîtrait plus, disons. C'est comme nous, c'est Exactement. pas. Exactement. Alzheimer. Oui. Oui, tu as levé la main. Oui, je voulais savoir, parce que quand tu parles de base d'imputation, en fait, il faudrait qu'on se mette toujours d'accord sur, je ne sais pas, moi, pour un être humain, ce que c'est que la base d'imputation. Bon, je crois que c'est les agrégats Oui, pour les êtres humains. tout à fait. Mais est-ce que pour d'autres choses, est-ce on a une base d'imputation? Enfin, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une définition, mais je ne sais pas, moi, quelle est la base d'imputation, je ne sais pas, moi, d'une fleur, parce que du coup, c'est de là qu'on peut, enfin, qu'il y a une logique et puis il y a Oui, une réflexion. exactement. Il faut vraiment comprendre ce que c'est ça, cette base d'imputation, parce que pour les Prasangika, tout phénomène est nécessairement un phénomène simplement imputé. Et donc, il faut bien qu'il soit simplement imputé en dépendance d'une base d'imputation, ouais, parce que sinon, ça ne fonctionnerait pas. Sinon, on pourrait imputer la paix dans le monde ou l'absence d'épidémie, etc., et ça la ferait exister pour autant. Ce serait bien, mais hélas, ce n'est pas le cas. Donc, ça veut dire qu'on doit imputer un phénomène en dépendance d'une base d'imputation appropriée. Ouais. Donc, la base d'imputation, ça peut être l'ensemble de caractéristiques. Donc, les agrégats, ce n'est pas que pour les êtres humains, c'est pour toutes les personnes, en fait. Ouais. Pour toutes les personnes. N'importe quelle personne est désignée en dépendance de tout ou partie de ces agrégats. Ouais. C'est la définition qu'on avait vue, que Rosemary connaît par cœur. La définition d'une personne. OK. Très bien. Et donc, dans ce cas-là, les agrégats ne sont pas les caractéristiques de la personne. Mais on peut dire qu'une personne partage des caractéristiques des agrégats. Si on dit par exemple une personne joyeuse, une personne maussade, une personne assise, debout, etc., c'est parce que l'esprit est joyeux, l'esprit est maussade, le corps est assis, le corps est debout. Ouais. Donc, on qualifie bien la personne en fonction de certaines caractéristiques des agrégats. Mais on ne peut pas dire que les agrégats soient les caractéristiques de la personne. Ouais, ils sont possédés par la personne, mais ne sont pas ses caractéristiques. Par contre, pour la fleur, on dirait que la base d'imputation, c'est l'ensemble des caractéristiques, les pétales, la densité, l'impermanence, etc., etc. Donc, en effet, le fait d'être une chose, le fait d'être un végétal, etc., ça va être ça, hein, la base d'imputation. Mais il y a aussi les parties de la fleur qui ne peuvent pas être les caractéristiques de la fleur, comme nous avec nos agrégats. Une fleur n'est pas un pétale, une fleur n'est pas un pistil, etc., etc. Ouais. Donc, base d'imputation, ça renvoie à plein de choses. Et ce n'est pas nécessairement les caractéristiques du truc lui-même. Par exemple, l'espace incomposé, c'est quoi la base d'imputation? C'est le contact obstructif qui est nié. Parce que l'espace incomposé, c'est une simple absence de contact obstructif. Ouais. Donc, comme c'est une simple absence, c'est difficile de dire que cette absence, cet espace incomposé aurait sa base d'imputation autre que les dimensions spatiales. Ouais. On peut dire que, en effet, sa base d'imputation, c'est aussi ce qui est nié, donc la négation du contact obstructif. Le long par rapport au court, c'est pareil. La désignation, la base d'imputation du long, c'est l'opposé du court, c'est-à-dire le court qui va être nié, et inversement. Le court va avoir pour base d'imputation, une base de relation, on pourrait dire, base d'imputation, le long, qui va être réfuté. Ouais. Ça veut dire que c'est ça qui est très très important à comprendre. C'est parce que dans les raisonnements qu'on verra dans la suite du chapitre 9, c'est que Shantideva emploie le raisonnement de l'absence d'unité et de multiplicité. C'est-à-dire qu'il se pose la question, est-ce que le phénomène imputé est un ou intrinsèquement différent de sa base d'imputation? Comme le feu est chaud et brûlant, ouais. Est-ce que le feu est un avec chaud et brûlant ou pas? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que feu qui soit un avec feu.
Exactement. Exactement. Il n'y a que feu qui soit un avec feu. Donc feu et chaud et brûlant sont nécessairement différents. Ouais. Le problème, c'est que pour les essentialistes, quand il y a une différence intrinsèque. Et donc, c'est plus qu'une différence, c'est une séparation. Et donc, c'est à ce moment-là, si le feu et chaud et brûlant étaient différents, ils seraient différents en soi, dans le terme, dans le sens des entités différentes. Comme si on pouvait trouver le feu là et chaud et brûlant ici. Et ça, c'est pas possible non plus. Ouais. Donc justement parce qu'on cherche un feu inhérent, un feu qui serait intrinsèque. Donc soit elle serait un en soi avec sa base de caractéristiques, soit elle serait différent en soi avec ses bases de caractéristiques. Ouais. Et donc Shantideva fait la même analyse avec le corps plus tard dans le chapitre 9. Ouais. Avec le corps et avec d'autres avec d'autres éléments aussi, il faudrait regarder. Très bien, donc en effet, ça c'est très très important, parce que la personne, c'est ce que fait Arya Nagarjuna dans le chapitre 18 du traité du milieu. Euh, il dit si la personne était une avec les agrégats, à ce moment-là, il n'y aurait plus de continuum, parce que quand les agrégats cessent, la personne cesse. Ouais. Et si la personne était séparée des agrégats, forcément, si elle était différente en soi des agrégats, elle n'aurait pas les caractéristiques des agrégats. On aurait le corps assis, mais la personne ne serait pas assise. Ouais. Ou l'esprit jovial et la personne ne serait pas joviale, etc., etc. Et c'est pas possible non plus. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que cette absence d'unité et d'altérité, c'est l'un des arguments incroyables du Madhyamika. Ouais. Ok, super. Donc on va essayer de continuer là-dessus. Très très bien. Ok, donc on se pose la question, ok, qui naît, qui meurt, etc. Donc ça te dit, non seulement cette renaissance est possible, affirment les Madhyamika, mais l'analogie choisie par leur contradicteur leur permet de le confirmer, cet hologramme, cette existence semblable à l'illusion, etc. Donc la strophe 10 répond à la 9. Donc une illusion dure autant que la combinaison des causes qui l'ont produite. Peut-on dire que les êtres existent réellement simplement parce qu'ils durent plus longtemps? Donc, entre eux, vous avez par exemple à l'époque des magiciens, des fakirs qui essayaient de, de- de faire naître une hallucination, un spectacle d'éléphants, de chevaux, simplement en fonction de morceaux de bois, de la poudre de perlimpinpin, un mantra, etc. Et les spectateurs étaient totalement hallucinés et voyaient des chevaux, des éléphants, alors qu'il n'y avait qu'un morceau de bois. Et donc, cette hallucination, elle dure le temps d'un spectacle. Ou le rêve d'un individu, on rêve de quelqu'un, ça dure le temps du rêve. Ouais. Et donc, les Madhyamika disent, OK, nous durons plus longtemps qu'un individu vu en rêve ou qu'un cheval dans un spectacle de magie. D'accord, mais qu'est-ce qui fait? Est-ce que ça fait qu'on n'existe plus réellement parce qu'on dure plus longtemps? Et nous sommes le conglomérat de causes et de conditions autant que le cheval hallucinatoire ou que la personne onirique. Pas plus ni moins. La seule différence qu'il y a, c'est que nous possédons une conscience. Nous avons la faculté d'expérimenter les choses. Alors qu'un éléphant hallucinatoire ou une personne vue en rêve n'est pas doué de conscience. Ouais, c'est ça la seule différence. Ouais, ça joue? Ça vous parle? Ouais. Ok, très bien. Ok, donc ça te dit, une illusion dépend également, donc pour surgir, de la réunion de certaines causes et conditions. Si ces causes et conditions ne sont pas réunies, elle ne peut se produire, donc c'est une production dépendante, tout aussi bien que nous. Ok, de même, tant qu'il existe dans le courant mental les causes et conditions favorables à la renaissance, elles la provoqueront tout naturellement après la mort. Il n'y a donc aucune incompatibilité entre la théorie de la renaissance d'une part et la doctrine de la vacuité d'autre part. Non seulement il n'y a pas d'incompatibilité, mais en plus il y a une corrélation infaillible. C'est justement parce que nous sommes vides que nous renaissons. C'est justement parce que le samsara est vide qu'il est possible. Vous voyez, quand on étudie les 12 liens de production dépendante, vous vous souvenez? On les avait vus précédemment. Qui sont? L'ignorance, Oui, le karma, les cléchards, oui, la conscience, oui. le contact, la sensation. Ok. Il y a la soif, tout ça, mais il y a quelque chose avant.
Ouais, c'est Les agrégats. ouais, oui. Qui est-ce qui cherche dans ses notes? Laurence. Ok. La soif, la saisie, le devenir, et après on recommence. Voilà, exactement. Après, on est reparti pour un tour, exactement. Donc, c'est ça qu'il faut essayer de voir, c'est que tous ces éléments, ces liens de production dépendants, l'ignorance engendre les formations karmiques, qui engendrent la conscience, oui, qui engendrent le nom et la forme. Le nom et la forme engendrent quoi? Les 6 sources. Des 6 sources, on a le contact, de contact, la sensation. La sensation engendre forcément la soif engendre la saisie, le devenir, et du devenir, la naissance, la vieillesse et la mort, ouais. Donc, parmi tous ces éléments, en effet, on a du karma, les formations karmiques, le numéro 2, et le numéro 10, le devenir, le karma qui germe, les graines karmiques qui germent, ouais. On a des afflictions, on a la soif et la saisie, et l'ignorance, bien sûr. Donc, on a ces 3 afflictions qui sont mentionnées. Et tout le reste, ce sont les vraies souffrances. Ouais. Donc, on a les vraies origines, le karma et les afflictions, et on a les vraies souffrances, ouais. Donc, dans tout ça, il y a une causalité, forcément, ouais. En dépendance de l'ignorance, il y a ceci, en dépendance de cela, il y a cela. Et donc, en dépendance, les 12 liens de production dépendantes. Et donc, ça veut dire que c'est en absence totale d'indépendance, en l'absence totale d'existence ultime, indépendante, inhérente. C'est justement parce que la vacuité est là, la vacuité d'existence inhérente est là, que le samsara est possible, et que la libération est possible, forcément. Ouais, ça vous parle? Wow, C'est excellent. pour ça que je parlais de potentialité, parce que c'est toutes ces causes et conditions si elles se rencontrent. Voilà, c'est pour ça que je parlais de Voilà, potentialité. exactement. En effet, il faut que ces causes et conditions se rencontrent. Il faut que quand on balance un sac de graines dans le vent, il faut qu'à un moment donné, ces graines retombent et trouvent un lieu fertile avec de l'eau, de la lumière, etc. Sinon, elles restent à l'état de potentiel, en effet. Exactement. Et donc, on a des sacs et des sacs et des sacs de graines avec nous dans notre baluchon depuis des vies sans commencement. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on a toujours ces pratiques méditatives de purification des graines, de développement des mérites, etc., pour faire le tri, pour faire du jardinage, pour faire du tri entre les graines malsaines et les graines plutôt saines. Ouais. Et donc, en effet, il y a toujours besoin de ces causes et conditions. Ça veut dire que, en l'absence d'existence inhérente, tout est possible. C'est ce que dit Arya Nagarjuna. Pour qui la vacuité est possible, tout est possible. Pour qui la vacuité est impossible, rien n'est possible. Si on était dans l'existence inhérente, absolue, indépendante, comment est-ce qu'on pourrait avoir des causes et des effets? Ouais, ça c'est très important. Très très important. Ok. Désolé, parfois je suis un petit peu bavard. On va revenir là-dessus. Très bien. Le bien et le mal aussi. Le bien et le mal doivent pouvoir être discernés. Souvent, on a l'impression on est un peu nihiliste hein, avec cette vacuité. On se dit, bah, puisque tout est vide, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, etc. En fait, ce que les Prasangika disent, il n'y a pas de bien en soi, il n'y a pas de mal en soi. Ouais. Mais on ne dit jamais qu'il n'y a pas de bien et de mal. Le bien, c'est quoi? C'est tout ce qui est vertueux, tout ce qui engendre les sensations plaisantes et le bonheur à court et à long terme. Et le mal, c'est l'inverse, ce qui engendre la souffrance à court et surtout à long terme. Ouais. Donc c'est facile malgré tout de faire cette distinction. On peut dire en effet que des comportements sont malsains, que d'autres des comportements sont plutôt sains. Parfois, dans la tradition bouddhiste, on entend dire il faut surtout pas juger. Mais il faut juger, il faut développer son esprit critique et juger les actes, pas nécessairement les personnes, puisque les personnes, on essaie de les comprendre, on essaie de voir que ce sont des êtres ordinaires, bouffés par leurs afflictions et leurs casseroles. Mais les actes doivent être jugés. Ouais, certains actes doivent être proscrits, tuer, voler, etc., etc. Certains actes doivent être prônés, l'entente, l'honnêteté, la droiture, etc., etc., l'harmonie, etc. Ouais. Donc c'est très important de distinguer les actes des auteurs. Et donc ça aussi, ça peut être fait au sein même de la vacuité. Ouais. Donc la vacuité n'est pas une forme de blanc, de vide, de vide spatial, intersidéral, où plus rien ne fonctionne. En fait, voilà,
on va dire qu'au sens ultime, pour nous qui sommes des non-éveillés, etc., en effet, si on est dans le sens ultime, en effet, il n'y a plus d'effet, plus de cause, etc. Mais ce sens ultime n'oblitère pas, n'élimine pas le sens conventionnel. Ouais. Il permet le sens conventionnel. C'est ce que dit Lama Tsongkhapa dans les 3 aspects principaux de la voie. Qu'est-ce qu'il dit? Donc il dit, en plus, l'existence conventionnelle réfute l'absolutisme et la vacuité d'existence inhérente réfute le nihilisme. Et si on arrive à comprendre que la vacuité se manifeste à travers les causes et les effets, à ce moment-là, on ne peut pas être emporté par les vues malsaines. Et donc, ça veut dire qu'on doit comprendre qu'il y a une corrélation entre la vacuité et l'existence dépendante, que la vacuité n'oblitère pas l'existence dépendante, elle implique l'existence dépendante. C'est très important pour être dans la voie médiane, ouais. Ok, donc le bien et le mal, ça en fait partie. Ok, donc dans les stances 11 et 12, les réalistes posent la question suivante. Si tout est dépourvu d'existence intrinsèque, sur quoi peut-on se fonder pour distinguer le bien et le mal? Et donc la 11 dit, il n'y a pas de faute dans le meurtre d'un être illusoire, en effet, créé par un magicien, puisqu'il est dépourvu de conscience. Mais il y a production de mérite ou de démérite. S'il s'agit d'un être possédant une conscience illusoire. Ensuite, la strophe d'après, une conscience illusoire ne peut être produite par le magicien, car les formules magiques sont impuissantes à la créer. Mais les illusions sont diverses, car elles procèdent de différentes causes. Une cause unique, capable de tout produire, n'existe nulle part. Donc c'est là où on fait bien la distinction entre un hologramme et une personne qui existe comme un hologramme, qui existe comme une illusion. Ouais. C'est très différent. Donc dans un des commentaires, vous avez celui-là, enfin il y en a 2 dans celui-là, donc comprendre la vacuité. Le premier, c'est de Kempo Kumpel, qui est vraiment exceptionnel dans la tradition Nyingmapa. Et le second, c'est de Minya Kunsan Sunam. Et donc lui, il dit qu'il peut y avoir quelque chose de vertueux même en l'absence d'un être. Par exemple, on est persuadé qu'ici, il y a un individu qui se trouve là, alors que c'est qu'un hologramme, etc. Et donc, on peut vouloir l'aider ou le tuer, etc. Donc, il y a quand même une préparation, il y a une intention qui est là, une motivation qui est là, donc il y a quelque chose de malsain malgré tout. Mais il n'y a pas une voie karmique complète. Ouais. Donc, cette intention malsaine ne va pas nécessairement engendrer avec certitude une renaissance malsaine, etc., une renaissance douloureuse. Mais tout simplement parce que justement, il n'y a pas d'objet à tuer ou à aider, etc. etc. Ouais. Donc ça, c'est très important, ce type de commentaire, ça donne des petits bonus par rapport à l'explication. Ok. Donc ça, Santé continue. Il dit, si tous les êtres sensibles sont comme des mirages ou des illusions, donc comme des illusions, le fait de tuer des êtres vivants ne doit pas accroître le karma négatif. Donc ça, c'est bien sûr, c'est la vue des opposants au Madhyamika. Donc vous, les Madhyamika, disent-ils, affirmez donc que, tout comme le fait de tuer des illusions créées par la magie n'accroît pas le karma négatif, le fait de tuer des êtres semblables à des illusions ne génère pas non plus cet inconvénient. Bien sûr que non. On fait la distinction. C'est-à-dire que si, je sais pas, si vous avez, je sais pas moi, la photo de votre ennemi juré et vous lancez des fléchettes sur cette photo, même si vous brûlez la photo, vous n'allez pas accumuler le karma de tuer la personne. Il doit y avoir quand même une différence entre, par exemple, quand tu cumules une rancœur envers quelqu'un, et puis face à sa photo, tu lances des fléchettes, et puis les jeux vidéo, où tu es dans des parties guerrières souvent, où là, tout est illusoire, quoi. Mais Oui. est-ce qu'il y a vraiment l'intention? Je pense pas. Exactement, parce que la personne sait, en effet, a la discrimination de distinguer entre un personnage totalement fictif et un être réel, en effet. Donc, Mais je ne comprends pas très bien à cause de l'octuple sentier, quand on dit qu'il faut avoir une pensée juste, une parole juste. Donc la pensée juste, elle doit être quand même là. Oui. Si on pense tuer quelqu'un même de manière imaginaire, là, je ne saisis pas le truc. Oui.
En fait, dans ce cas-là, oh, on sait qu'il est totalement imaginaire. Donc, on sait qu'on ne tue personne. Ça peut être un exutoire, ça peut être, euh, dans certains cas, bien sûr que ça peut aussi faire l'inverse. Ça peut engendrer des états d'esprit. On entretient certains états d'esprit malsains et même certains peuvent passer à l'acte, en réalité. Sans passer à l'acte, seulement la pensée. Oui, Avec l'octuple sentier, ça joue pas pour moi. oui. Oui, oui, tout à fait. Mais après, il faut voir que veut dire juste. Penser juste. Ouais. Juste, samyak en sanskrit, ça veut dire qu'il est salutaire. Il faut que ce soit salutaire. Ouais. Voilà. Normalement, c'est ça. Il faut que ce soit utile. Normalement, c'est ça que ça veut dire, une pensée juste. Mais en même temps, normalement, quand on étudie ces points-là, le noble octuple sentier, comme son nom le dit, le noble octuple sentier, normalement, il est pratiqué par les Arya Bodhisattvas. Ouais. Donc, C'est pas mal de le pratiquer aussi un petit peu quand même. donc, on peut tendre vers cela, mais on ne le pratique pas vraiment tant qu'on n'est pas un Arya Bodhisattva. Ouais. On peut l'avoir en tête quand Ah même. oui, oui, tout à fait, exactement. Donc, développer de bonnes, de saines intentions, etc. Ouais, c'est important. Au point de vue corporel, Oui. au point de vue des sensations, quand tu tues quelqu'un en photo, même s'il n'existe pas, tu as dans le corps des émotions qui résonnent et qui ne sont pas des émotions de pur bonheur, disons. Exactement. C'est pour ça que dans le second commentaire, dans celui de Minya Kusansanam, il dit il y a quand même quelque chose de malsain qui peut être là. Mais après, si. Ah voilà, j'ai un copain qui me comprend là. Ah oui, oui, bien sûr, hein, c'est très important de garder ça. Disons que pour les jeux vidéo, je pense que c'est un autre contexte. Je pense que les jeunes savent très bien qu'ils sont dans un truc totalement fictif euh, où il peut y avoir parfois quelque chose d'exutoire, où on peut assimiler, par exemple, cet être qu'on tue à une affliction. Par exemple, si moi je jouais aux jeux vidéo actuellement, je ne le fais pas, mais si je le faisais, je pourrais très facilement imaginer que ces êtres envers lesquels je fais la guerre sont mes propres afflictions. Et là, c'est presque jouissif dans ce cas-là. Dans ce sens-là, oui, oui, alors je comprends que tu prennes ton pied là. Mais je ne joue pas aux jeux vidéo. Ça peut-être falloir que j'y pense. Stage, tu avais levé la main? Oui, mais en fait, finalement, vu ce que tu as dit, c'est ce que je disais finalement, c'est en fait l'intention qui compte parce que en fait la violence, je sais pas moi, si on a un enfant, son enfant qui va traverser la route et on voit qu'il va être écrasé, on peut peut-être le tirer violemment, lui faire mal et tout ça, mais finalement le but là c'était de le protéger. Donc du coup là finalement l'action qui est violente ou je sais pas, on peut le taper, enfin j'en sais rien, n'importe quoi, je dis comme ça. Du coup là l'intention était bonne. Donc, Oui, du oui, coup, exactement. c'était pour le protéger. Donc, même Oui, oui. si l'action en soi est violente, euh, donc voilà. Ou après, j'avais une autre comparaison, c'est, d'ailleurs, j'avais posé la question une fois, c'est quand on voit par exemple une personne, un SDF, Oui, et on lui donne de l'argent. oui. euh, la question que j'avais posée une fois, c'était si je donne l'argent spontanément comme ça, et des fois, dans mon esprit, je me dis, ah bah, je fais une bonne action, du coup, c'est bien ce que je fais, ça va être bien pour, je ne sais pas, pour la suite. Bah, du coup, là, c'est entaché finalement parce qu'on attend quelque chose en retour. Du coup, alors je pense que le karma va être plutôt bon, mais il va être amoindri d'une certaine façon avec cette idée que je le fais parce que je vais être rétribué plus tard. Alors, ça dépend. Ça dépend là aussi de ta discrimination. Pour le terme violence, c'est important de voir que on pourrait dire que c'est un acte brutal, mais pas nécessairement violent, parce que ce qui est violent, c'est ce qui engendre la souffrance, oui. On pourrait avoir un comportement extérieurement extrêmement non violent, extrêmement, par exemple, je ne sais pas moi, un, un- un vendeur super bien entraîné dans la force de vente, etc., va nous parler d'une manière extrêmement adorable, gentille, etc. C'est pas du tout violent extérieurement, mais intérieurement, c'est extrêmement violent. Ouais. Par exemple, quand le Mahatma Gandhi il a fait ses marches du sel, etc., il était extrêmement non violent. Mais pour le gouvernement britannique à l'époque, son acte était extrêmement violent. Donc ça dépend comment on voit les choses. Ouais. Mais en tout cas, fondamentalement, c'était non violent de la part de Mahatma Gandhi. Sa motivation était non violente. Il ne souhaitait pas, il souhaitait simplement libérer son peuple.
Et par rapport à la discrimination qu'on peut avoir quand on a un acte de générosité, etc., ça dépend comment on voit les choses. Par exemple, les bodhisattvas sont censés avoir un bodhicitta pour motivation, même donner un quignon de pain à un animal. Ils sont censés avoir bodhicitta, se dire ça va engendrer des mérites. Ils en sont conscients. Ils savent que ça va engendrer des mérites. Mais ces mérites, c'est pas pour eux. C'est encore pour accomplir le bien de tous les êtres. C'est dédié encore et encore pour le bien de tous les êtres. Si on se dit qu'on attend quelque chose en retour, mais que ça va être pour nous, dans ce cas-là, oui, bien sûr que ça va entamer. Ça pourrait même être malsain comme acte. Parce qu'en effet, l'acte de générosité, normalement, c'est l'acte de détachement, ouais, se détacher de nos biens, de nos vertus, de notre corps, etc., etc. Et donc, on est détaché par rapport à ça, et c'est l'acte du don, en fait. C'est une attitude elle-même. Et donc, si on donne un morceau de pain, en effet, physiquement, on aura donné, le morceau de pain sera passé de nos mains à la bouche de l'animal, etc. Mais ce ne sera pas vraiment du don si on se dit, pourvu qu'il y ait des caméras autour, etc., etc. Donc, c'est toujours l'attitude qui compte, en fait, hein. Mais si on sait qu'on accumule des mérites, bien sûr que, par exemple, il y a eu cette question qui était posée à l'époque à Mathieu Ricard quand il a fait son plaidoyer pour l'altruisme, où, ou des gens qui lui disaient, oui, mais on se sent bien quand on a un acte altruiste. Donc, si on en retire du bien, c'est pas vraiment altruiste, c'est pas totalement dirigé vers l'autre. Et Mathieu Ricard dit, l'un n'empêche pas l'autre. On peut retirer un sentiment très, très agréable de donner un sens à son existence, etc., grâce à cet acte altruiste. Mais c'est un bonus, en fait, c'est un effet collatéral. La vraie motivation, c'est d'aider l'autre, d'une manière ou d'une autre. Ouais. Très bien, donc c'est là où on voit en effet qu'il y a beaucoup de choses contextuelles, justement, parce qu'il n'y a il n'y a pas de mal en soi. On peut le voir avec des choses assez simples, hein. Par exemple, chez nous, rôter à table, ça ne se faisait pas. Quand j'étais petit, il ne fallait pas rôter à table. Mais dans certains endroits, c'est dans la culture. Dans la culture. Donc, par exemple, chez nous, c'est pareil, il ne fallait pas tirer la langue, mais chez les Tibétains, c'est un signe d'honnêteté. C'est pour dire qu'on n'a pas caché de mauvais sorts sur notre langue, on n'a pas la langue noire, donc on montre notre langue. Donc on tire la langue, et donc c'est accueilli, c'est bien accueilli chez les Tibétains, mais chez nous, ça fait un peu bizarre. Donc c'est un petit peu le contexte comme ça. Ouais. Ok. Et donc, cette objection, c'était quoi cette objection? Ok. Ok, donc, en effet, l'objection, c'est de dire que, vu que nous existons comme des illusions, en fait, il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de fruit karmique, etc. Exactement comme il n'y a pas vraiment d'effet karmique, il n'y a pas de voie karmique complète quand, je ne sais pas moi, si vous avez un personnage qui est sur votre écran, vous éteignez l'écran, le personnage meurt d'un certain point de vue. Ouais, si vous avez, je sais pas moi, vous avez des photos des mignons ou des lapins crétins, etc. Vous effacez la photo, ils vont pas mourir pour autant. Parce qu'ils n'étaient pas vivants en lieu et place, en premier lieu. Ok. Donc, à cette objection, Shantideva souligne la différence significative des deux situations. Les créations dues à des sorts ou à des incantations ou des créations fantasmagoriques, etc., n'ayant pas de conscience, n'ont pas non plus la capacité de ressentir la douleur et le plaisir. Ce ne sont que des illusions pures. Ainsi, naturellement, le fait d'abattre une personne créée par la magie n'accroît pas le karma négatif. Donc, si on tient compte quand même du commentaire de Minyan Kusantsonam, il y a quelque chose de malsain. Si on a la motivation, si on se dit c'est un être qui est là, que je veux tuer, etc., et que bien sûr, dans notre discrimination, c'est totalement erroné. On a l'impression qu'il y a un être là qu'on veut tuer, mais il n'existe pas. Par exemple, je ne sais pas moi, on pourrait voir une ombre soudainement dans l'obscurité et penser que c'est une mouche et hop, tout de suite on veut la taper dessus, mais c'est qu'une ombre. Donc on a quand même la motivation de taper dessus, on a la motivation de la tuer. Donc il y a quand même quelque chose de malsain. Ouais. Il n'y a pas une voie karmique complète. Ok. En revanche, les êtres vivants semblables à une illusion, bien qu'ils ne soient pas réels, dans la mesure où ils n'ont pas d'existence intrinsèque, possèdent la capacité de ressentir douleur et plaisir. Ce sont des êtres sensibles. Abattre un être sensible semblable à une illusion entraîne évidemment l'accroissement d'un karma négatif
semblable à l'illusion et une renaissance semblable à l'illusion, etc., etc., etc. Ouais. Il existe par conséquent une différence qualitative entre ces deux situations. C'est fondamental, fondamental. Ok, très bien, on a encore du temps. Waouh, c'est passé vite aujourd'hui. 52 déjà, waouh. Ok. Les Madhyamika, donc là c'est pour le samsara, le nirvana, ouais. Ok, le samsara c'est quoi? Comment est-ce qu'on pourrait définir le samsara? L'existence cyclique. Oui, très bien. Ça peut être un bon synonyme. Des fois, c'est comme une prison, même si elle est dorée, mais une prison. Ok, pas mal, ouais, tout à fait. Ouais, moi, je dirais aussi que c'est un parcours. C'est le Oui. cercle infernal de la souffrance. Oui, très bien. Existence conditionnée, je sais pas. Oui, ouais, ouais, ouais. Ok, donc c'est un petit peu tout ça. Quoi d'autre? Moi, j'ai le mot illusion qui vient. Oui. Très bien, ça joue aussi. Ouais. Donc si on met tout ça dans l'ordre, on dirait que le samsara est défini comme étant la jonction répétée de manière incontrôlée sous le pouvoir du karma et des afflictions avec de nouveaux agrégats contaminés. C'est un petit peu... on en a plein la bouche, mais c'est un petit peu ça. Il y a cette cette privation de liberté, en effet, cette prison. Il y a les afflictions, donc il y a l'illusion. Il y a la souffrance, en effet, les agrégats contaminés, etc. Donc tout ce que vous avez dit, en effet, c'est lié. Donc c'est la jonction répétée, incontrôlable, donc cette privation de liberté, par le pouvoir du karma et des afflictions, avec de nouveaux agrégats contaminés. Et donc forcément, dès que c'est contaminé, c'est nécessairement source de souffrance, ouais. Donc fondamentalement, c'est une perte de liberté, ouais. C'est ça qu'on entend par la souffrance omnipénétrante, la souffrance inhérente au conditionné. C'est cette privation de liberté qu'on a. On n'a aucun contrôle sur notre esprit, on ne sait pas ce qu'on va devenir. On peut espérer avoir des actes vertueux et s'abstenir des actes non vertueux, mais il n'y a pas de garantie à 100%. Il peut, je ne sais pas moi, hein, sur notre lit de mort, il peut y avoir notre pire ennemi qui se trompe de chambre et qui arrive devant nous. Et toutes les... c'est vraiment pas de bol. On aura fait plein de prières, des pratiques de méditation, etc. Et là, paf. Et là, on renaît en enfer à cause de la colère. C'est vraiment pas de bol. Mais ça peut arriver, il n'y a aucune garantie. Tant qu'on n'a pas un niveau suffisamment élevé et stable dans l'élévation spirituelle, il n'y a pas de garantie. On peut se dire il y a 90% de chances d'avoir une bonne renaissance si on a passé une bonne vie, etc., si on a été plutôt cool, si on a fait un petit peu comme les toilettes, on a laissé cet endroit au moins aussi propre que quand on y est venu. Et donc, on a peut-être voilà, des chances que des graines vertueuses, des graines saines germent, des graines médicinales germent, mais il n'y a vraiment pas de garantie à 100%. Ok. Et donc, c'était pour dire quoi? C'était, oui, le samsara. Ok. Et, et le nirvana, c'est quoi? Alors, comment vous pourriez le définir? La libération. Oui. Ah oui, c'est un synonyme aussi, ouais. La libération du cycle des renaissances. Exactement. Mais Très pas bien. encore, soi-disant. Hein? Tu disais à un moment donné que c'était, enfin, quelqu'un qui trouvait l'éveil, il y avait une libération, mais c'était pas le nirvana. Oui. Alors, en effet, c'est parce qu'il y a plusieurs types de nirvana, ouais. Il y a le nirvana naturel. Le nirvana naturel, c'est la vacuité. Ça veut dire que depuis toujours, tous les existants sont pacifiés par rapport à une existence absolue. Depuis toujours. Donc ça, c'est le nirvana naturel. Ok. Ensuite, il y a un nirvana avec résidu, ou un nirvana, comment ça s'appelle? Avec reste. Avec reste, exactement. Donc il y a plusieurs façons de le traduire.
C'est le résidu, dans la plupart des écoles, c'est le résidu des agrégats contaminés. Ça veut dire quelqu'un qui a atteint le nirvana de son vivant, son corps est encore contaminé, parce que son corps est venu de causes contaminées, etc. Et quand cette personne décède, elle obtient le nirvana sans résidu, sans le résidu des agrégats contaminés. Ouais. Et puis il y a le nirvana non statique. C'est le nirvana d'un Bouddha, c'est le nirvana sans appui. Ça veut dire que un éveillé a nécessairement obtenu le nirvana. L'inverse n'est pas vrai. Si on a obtenu le nirvana, on n'est pas nécessairement un Bouddha pleinement éveillé. Mais si on a obtenu l'état de Bouddha pleinement éveillé, on a nécessairement pacifié, donc nirvané notre esprit par rapport aux afflictions, etc. Ouais. Ok. Il y a un point de vue supplémentaire sur le point de vue prasangika, de Arya Nagarjuna, Shantideva, Chandrakirti, etc. C'est plus compliqué. Mais on le verra par la suite parce que je crois que sa sainteté en parle, je ne suis pas sûr. Je crois qu'il en parle, mais dans les autres commentaires, il y a plusieurs autres commentaires. Il y a aussi la sagesse transcendante. J'en ai parlé de quelques-uns. Hein. La sagesse transcendante, il y a Tant que durera l'espace. Ça, c'est l'ancienne version de celui qu'on étudie. Et puis, il y a celui de Gelsalje aussi, qui est le plus complet. Donc, il y a plusieurs commentaires. C'est bien de comparer tout ça. Et en effet, dans l'un des commentaires, il y a un petit peu plus de notions par rapport au nirvana. Je crois que c'est dans Sagesse transcendante, où sa sainteté parle de ces différents nirvanas et parle de celui des prasangika. Et on le verra la prochaine fois. La prochaine fois, ce ne sera pas dimanche prochain parce que je vais être occupé tout le week-end, mais dimanche d'après. Donc, vous avez le temps de vous poser ces questions-là. D'accord. Ouais, donc, on se revoit dans 15 jours. Ouais, ça vous va? Ok. En tout cas, merci beaucoup. C'est magnifique d'échanger avec vous sur ces notions extrêmement complexes, mais Merci à intéressantes. toi, Jimpa. Merci à tous. Merci. Oui. Au revoir. Deux excellentes semaines. Et puis, à demain pour Béziers. Demain, si vous voulez bien, oui. Jimpa, il y aura vendredi matin ou pas? Oui, il y aura vendredi matin, oui, exactement. Ouais. Il y aura vendredi matin et vendredi soir pour les débats aussi à 19h. Oui, j'avais mal compris, je suis désolée. Désolé. Ça marche. Merci beaucoup. À bientôt. Prenez soin de vous. Bonne soirée. Au À revoir. bientôt, merci. Bonne semaine. Ciao. Ciao.